bonjour à tous et à toutes. Alors en fait, moi je vais commencer mon exposé. Alors ça va vous paraître rébarbatif, hein, mais je crois que il est important de rappeler les différents partenaires. Alors moi je parle de partenaires parce que en fait, alors aujourd'hui dans cette salle on n'a que de bons élèves. Parce qu'en fait, pour moi, il faut dans le processus de construction. Bon, ça c'est pas moi. Ah, je reviens, pardon. Voilà. Alors, en fait, on va d'abord commencer par le géomètre. C'est fondamental parce qu'en fait, dans les terrains en pente, le géomètre, il doit nous remettre ce qu'on appelle un plan topographique qui va nous décrire en fait la morphologie de la parcelle. Ce plan, il va aller chez l'architecte qui va commencer à faire une esquisse du projet et en fait, après, il y aura un bureau d'études géotechniques qui va faire l'étude de sol. Une fois que cette étude de sol elle est faite, je reviens pour vraiment montrer l'interaction entre chaque acteur et pour voir que finalement, en fait, on est vraiment des partenaires. Une fois que cette étude de sol elle est réalisée, ben en fait, elle revient à l'architecte, elle revient au bureau d'études structure qui va dimensionner les fondations, qui va avoir toutes les dispositions constructives concernant les terrassements, les pentes de talus à respecter, quel type de plancher, quel type de fondation, à quelle profondeur sont les fondations. Et après, on aura l'ingénieur structure, voilà, le bureau d'études et le VRD aussi, parce que parfois on est amené aussi à faire du dimensionnement de chaussées. Et après, en dernier, alors on parle accessoirement, pardon. Mais moi, je dis non. Je dis qu'en fait, il faut le répéter. En fait, il faut vraiment, pour qu'on puisse construire, que ce soit en pente ou dans des zones, relativement peu pentues, ben en fait, il faut avoir ces ces 5 partenaires pour qu'on puisse arriver en fait à avoir une maison ou un bâtiment, peu importe, un ouvrage de soutènement qui soit pérenne, pardon. Donc en fait, peut-être que certains le savent très bien. Donc pour répondre rapidement, l'étude de sol, que ce soit au stade AVP ou au stade pro, donc AVP donc avant projet ou au stade projet. Donc en fait, notre objectif ce sera vraiment de définir quels sont les types de sols, donc la nature. Donc on va s'intéresser à la géologie, mais aussi en fait à ce qu'on appelle la mécanique des sols. Donc on va donner les caractéristiques intrinsèques de chaque sol que nous allons traverser avec les différents sondages. Et à ce moment-là, une fois qu'on a les paramètres de sol, on va s'intéresser aussi à la partie hydraulique, parce que dans ces sondages que nous allons réaliser, on saura si on a pu reconnaître une nappe, à quelle profondeur. Mais là, on est quand même dans des sondages vraiment profonds. Mais dans les sondages aussi superficiels, des fouilles à la pelle par exemple, on peut déjà savoir aussi si on est en présence de sols plus ou moins humides. Voilà. Et après, quand il s'agit des ouvrages de soutènement, donc en G2 AVP, parce qu'en fait il y a 2 phases. Il y a la phase de prédimensionnement, et là en fait c'est là que va venir le partenariat avec le bureau d'études structure, parce qu'en fait, il y a des ouvrages qui vont être purement géotechniques, et après, on va appeler purement géotechniques, puis il y a des ouvrages qui vont être essentiellement réalisés par le bureau d'études structure, mais vous verrez qu'en fait, donc je vais pas trop insister, DJ Deris va présenter plus précisément les différents ouvrages. Mais en tous les cas, nous, les ouvrages, en fait, on va appeler les ouvrages géotechniques, ça va être les parois clouées, les voiles ancrées suspendues, les remblais renforcés. Et souvent, en fait, aujourd'hui, on assiste à différents désordres, comme Olivier le disait. On est souvent appelé, vous allez voir que nous avons la même photo. Parce que quand je disais qu'on avait de bons élèves, il y a un sinistre. Souvent le bureau d'études structure, il est appelé, et donc après il dit au client, faites un diagnostic géotechnique,
parce que avec, d'accord, ce que je vois là, il n'y a pas de souci, mais je veux comprendre ce qui s'est passé et comment en fait apporter les solutions. Et à ce moment-là, nous, on intervient. D'abord, on va définir en fait la priorité. On va définir les besoins du client, parce que tout de suite, il y a des clients qui vont nous dire, ouais, mais moi, je veux un mur en béton et c'est tout. Et donc là, on va dire, OK, il n'y a pas de souci. On va donner toutes les dispositions constructives pour permettre au bureau d'études structure de dimensionner. Et après, voilà, la photo qu'Olivier avait. Et après, le bureau d'études structure, normalement, il doit nous renvoyer la géométrie. Alors ça se fait pas tout le temps, malheureusement. Aujourd'hui, on a de bons élèves parce qu'en fait, nous, on doit aussi calculer une stabilité. Donc là, vous avez des exemples d'ouvrages. Ben là, on a une paroi clouée que vous connaissez qui s'est effondrée. Là, c'est un mur en pierre, un mur en gabion. Et donc, et comme je disais, étudier les besoins du client. Donc, en exploitant nos résultats, on détermine les caractéristiques et on va vérifier la stabilité. Alors, j'ai beaucoup aimé la remarque de Christian Chams parce qu'on est confronté à ce problème des enrochements. En tous les cas, nous, à Résurgence Caraïbes, nous avons fait le pari de dire qu'aujourd'hui, nous ne dimensionnons pas d'enrochement comme ouvrage de soutènement. Nous allons dimensionner des enrochements à partir du moment où le talus présente déjà une certaine stabilité et le talus va venir en parement, il va venir en butée, mais il va pas venir complètement en ouvrage de soutènement parce qu'aujourd'hui, comme Christian disait, la stabilité externe, je sais pas qui fait. Alors, si les bureaux d'études structure savent le faire, tant mieux. En tous les cas, moi, je sais que sur les enrochements, on peut, nous, géotechniciens, faire la stabilité générale. Et c'est pour ça que souvent, dans les murs en béton armé, on dit au bureau d'études structure de nous retourner leur géométrie pour que nous, on puisse voir la stabilité générale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le cercle de glissement le plus profond qu'on va intercepter. Et des fois, dans certains ouvrages, on va aussi regarder la stabilité mixte. C'est le cercle de glissement qui devra intercepter l'ouvrage et le sol. Donc, c'est ce qu'on appelle les interactions sol-structure. Et souvent, on va le faire dans le remblai renforcé ou dans les sols cloués. Donc, c'est pour ça qu'il est important, en fait, qu'il y ait un vrai partenariat entre les bureaux d'études structure, mais vraiment, j'appelle ça de nos voeux, entre les bureaux d'études structure et les géotechniciens. Maintenant, j'ai envie de dire que, désolé de le dire, mais que chacun aussi reste dans sa profession, quoi. C'est-à-dire que quand on m'appelle et qu'on me dit en fait, j'ai un client qui doit faire une étude de sol, il faudrait que tu lui fasses 3 points de sondage. Alors que moi, je dis à un architecte qu'il faut qu'il fasse une toiture avec 4 pans ou avec 5 pans. Donc voilà, quand un bureau d'études, voilà, c'est-à-dire que on doit être des partenaires. Et donc, on doit en fait avoir cet échange fluide parce qu'on n'a qu'un seul objectif, sortir des projets en Martinique pour que ces projets ils puissent durer. Et donc, notre objectif, c'est vraiment ça. Didier Deris, donc, qui prend la suite. Merci, Lydia Ramel. Faut appuyer, voilà, sur la droite. Il faut mettre à Monsieur Deris, voilà. Oui, alors merci. Donc, je passe après un bureau d'études de sol et moi, je vais carrément enfoncer le clou. Nous, on ne contrôle pas s'il n'y a pas un bureau d'études de sol. C'est clair. Et donc, et ce qui est certain, c'est que quand on parle d'ouvrages de soutènement, à part les grands ouvrages comme les parois moulées, les pales planches ou les grands murs de soutènement, les 3/4 du temps, il n'y a pas d'études de sol. Et donc les gens, ils font leurs ouvrages de soutènement, je dirais comme ils peuvent, et le résultat, c'est qu'on a sans arrêt des problèmes. Alors les ouvrages de soutènement, il y en a partout, hein, et il y a différents types d'ouvrages, donc elle en a un petit peu parlé. Alors, il y a, moi, ce que j'appelle les soutènements décoratifs.
les soutènements qui sont réalisés par Monsieur Tout-le-Monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces éléments-là, a priori, n'ont aucune résistance en termes de soutènement. Sauf si ils sont mis en œuvre sur la photo de droite avec ce qu'on appelle des géotextiles de renforcement, qui fait en fait qu'on a un mur poids derrière avec le soutènement décoratif. Bon, alors les murs poids, donc il y a par exemple notamment les gabions, mais il faut faire attention, c'est pas des gabions les uns sur les autres. Il faut qu'on ait le mur poids et donc il faut qu'il y ait un bureau d'études qui ait travaillé dessus. Les murs en béton armé, évidemment. Donc je parlerai de ça dans 2 minutes, mais il faut surtout qu'il n'y ait pas de glissement et donc souvent il faut qu'il y ait un ancrage dans le sol, dans le mur en béton armé. Les parois moulées, donc il y a pas mal de parois moulées qui se font en Martinique et le long des routes. Je crois que notre ami en fait assez souvent. On fait également ce qu'on appelle des berlinoises, qui sont des éléments qui permettent notamment de soutenir les terres dans des périodes transitoires. Et puis les pales planches, vous en avez le long des berges de la rivière. C'est madame ou monsieur, je ne sais jamais. Voilà, les deux. Bon, alors le principe de calcul, c'est que vous avez donc des charges qui ont tendance à des charges de poussée sur le mur, vous avez des charges de butée, vous avez des charges d'exploitation, et puis vous avez l'hydrologie et le séisme. Donc tous ces éléments-là doivent être pris en compte correctement pour faire le calcul sur un mur de soutènement. Alors plutôt que de parler de calcul, je vais parler de la sinistralité. Donc la première chose, c'est ce qu'on voit de façon systématique en Martinique, c'est-à-dire qu'on décaisse, on remblaye, et le résultat des courses, c'est ce que vous avez à gauche, c'est-à-dire que vous avez un glissement de terrain qui part avec la maison et tout ce qui s'ensuit. Donc on en a déjà largement parlé, donc je vais pas... Bon, alors, sinistralité au niveau des défauts de calcul, mauvaise évaluation des données de sol. Il faut savoir que, par exemple, dans les logiciels de calcul, il y a souvent des données de sol qui sont déjà intégrées dans les logiciels. Et donc, il suffit d'appuyer sur le bouton, puis ça sort des valeurs, sauf que parfois, ça ne correspond pas du tout au sol sur lequel vous travaillez. Mauvaise évaluation des charges, et je vais parler notamment des charges hydrauliques, et évidemment, absence d'études de sol, qui est assez systématique. Donc, sur les murs, donc vous avez, il faut bien calculer la poussée, il faut vérifier le non-poinçonnement. Alors ça, c'est une chose, on fait très souvent des murs de soutènement sur des terrains qui sont de mauvaise qualité, et donc on n'a pas les valeurs nécessaires pour le poinçonnement. Donc moi, j'insiste sur le fait que le mur de soutènement, a priori, il est sur du bon sol. Et s'il n'est pas sur du bon sol, il faut au moins qu'un bureau d'études de sol dise oui, là, on a les efforts de poinçonnement qui vont bien. Vérifier le non-glissement. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut pouvoir ancrer le mur dans le sol et vérifier le non-basculement. C'est-à-dire que souvent, les murs basculent et donc sinistres. Et puis, tout à l'heure, on a parlé de tassement. Donc, vous pouvez avoir aussi des problèmes de tassement et qui vont avoir des conséquences sur le mur et sur ce qu'il y a autour. L'eau. Alors, vous voyez, à gauche, là, vous avez une photo. C'est un mur de soutènement. Alors, il n'est pas encore construit, c'est juste le fronton rocheux. Donc, a priori, un terrain qui se tient très bien. Et normalement, il n'y a pas d'eau. Et le jour, il y a eu un mouvement d'eau un peu important. Et voilà ce qui s'est passé. Et je vais vous dire un truc, c'est que quand vous avez ça qui est derrière un mur, ça casse votre mur. La pression d'eau, elle est 3 fois supérieure à la pression exercée par le sol. Et par exemple, on parlait tout à l'heure de la photo suivante de ce qui s'est passé donc au Lamentin. Nous avons eu l'occasion de contrôler un bâtiment qui se trouvait juste à côté. Il faut savoir qu'on a géré l'eau en mettant 2 fimils pour récupérer les eaux. 2 fimils. Bon, donc pour revenir à l'eau, ce qui est très important, c'est d'avoir donc un élément qui draine l'eau derrière le mur, mais aussi un élément qui évacue l'eau. Excusez-moi.
Donc il faut pouvoir évacuer l'eau. Les barbacanes, en général, c'est, je dirais, en plus, parce que les barbacanes, elles ont une fâcheuse tendance à se boucher, parce que tous les terrains sont argileux en Martinique, et souvent, eh bien, les barbacanes se bouchent. Hein, et tout ça, ce sont des éléments de sinistralité. Donc l'eau, vraiment, sinistre numéro 1. Je vais ajouter une chose aussi, c'est que j'ai déjà vu des terrains rocheux, sous lequel, donc vous avez de la roche, et puis à 1 mètre de profondeur, vous avez de l'eau qui a creusé sous la roche, et un jour, tout ça s'en va. Donc il faut faire, je dirais à la limite, parfois on se dit, ah ben j'ai un terrain rocheux, c'est pas la peine de faire étude de sol. Je dirais que c'est justement là qu'il faut faire étude de sol. Donc la même photo. Alors la deuxième chose, c'est le séisme. Donc le séisme, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens disent « Ah, mais on ne calcule pas les murs de soutènement au séisme. » Bon. Alors, c'est vrai que le mur de soutènement, vous avez ce qu'on appelle les catégories d'importance. Entre parenthèses, ces catégories d'importance vont arriver également pour tout ce qui est lié au vent, au cyclone. Donc, dans le cyclone, vous aurez les mêmes catégories d'importance. Et donc, en fonction de l'endroit où se trouve votre élément, vous allez devoir gérer ou non le séisme. Alors, quand vous êtes en catégorie 1, effectivement, vous n'avez pas de... Enfin, les charges sont très limitées. Par contre, plus vous descendez de 2, 3 et 4, et en 4, vous devez assurer la continuité de fonctionnement. En clair, si vous avez un mur de soutènement qui a été construit pour permettre à la route d'accéder à l'hôpital, qui est en catégorie 4, vous devez calculer votre mur de soutènement en catégorie 4, donc au séisme. Hein ? De même que si votre mur de soutènement il est concomitant avec un établissement de catégorie 3, par exemple, un grand centre commercial, vous devez calculer votre mur de soutènement en catégorie 3. Hein ? Et donc ça change tout. C'est-à-dire que vous passez de 1 à 4. Donc c'est plus du tout les mêmes calculs. Bon, alors, au séisme, il y a un certain nombre de modèles de rupture qui peuvent intervenir, des défauts de butée, des défauts structurels, déplacements excessifs liés à la défaillance des ancrages, des problèmes de rotation excessive liés à un mécanisme de grand glissement, des rotations excessives liées à l'instabilité du massif d'ancrage. Alors, pour le calcul au séisme des murs de soutènement, il y a globalement 2 modèles. Il y a ce qu'on appelle le modèle de Monono-B-OKB qui permet d'avoir des formules de calcul qui sont en général intégrées dans les logiciels de calcul des murs de soutènement. Et vous avez aussi ce qu'on appelle la méthode cinématique de calcul à la rupture, qui est une méthode qui aux éléments finis et qui va beaucoup plus loin pour essayer d'avoir effectivement les éléments qui vont sur la paroi. Alors il faut bien savoir aussi que dès que vous avez des passes de terrains différents, les valeurs qui vont arriver sur le mur seront de plus en plus compliquées à calculer, on va dire. Dernière chose sur la sinistralité, eh bien évidemment la mise en œuvre. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est que la photo de droite, eh bien, on prend des murs, des blocs à bancher, pardon, et puis on les utilise comme élément de parois, de murs de soutènement. Donc ça, c'est la dernière chose à faire. La deuxième chose à gauche, c'est que quand au niveau du ferraillage, très souvent le ferraillage, il se trouve pas au bon emplacement, et les centimètres comptent double. C'est-à-dire que si vous devez être à 14 cm de la paroi et que vous êtes à 13, ou si vous êtes à 12, votre mur sera de moins en moins résistant. Et donc, le calage des aciers dans les murs de soutènement est extrêmement important. Voilà, donc, en conclusion, étude de sol obligatoire, étude de sol obligatoire, étude de sol obligatoire, bien déterminer les exigences, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes en catégorie 4 et est-ce que vous n'avez pas l'obligation de calculer au séisme et au cyclone, bureau d'études et mise en œuvre. Voilà, merci.
Ok. Donc, oui, c'est ça. Bon, à mon tour, alors moi, j'ai mis un titre un peu compliqué, mais vous allez comprendre que ça veut dire que c'est une sorte de plaidoyer et que je vais me concentrer essentiellement sur les sols et leurs effets, parce que c'est pas, même si ça a été dit sous des formes diverses et multiples depuis ce matin, ça reste quand même très mal connu et surtout très mal respecté. Donc je reprends un petit peu ce qui a été évoqué avant par les autres. Je ne l'ai pas mis d'illustration parce que je suis bloqué en tant qu'expert judiciaire par le fait qu'on n'a pas trop à mettre de publicité sur les ouvrages en question. Et par ailleurs, il y a eu énormément d'autres dessins dans les exposés précédents, comme celui de Didier et de Lilia. Donc le retour, ça se fait sur une 60aine d'expertises judiciaires, dont des grosses comme Fontaine-Denis en l'an 2000 et puis d'autres après, et toujours avec des sapiteurs qui interviennent, et puis une 50aine en expertises diverses, et puis aussi sur l'occasion que j'ai eue de réaliser plus de 2000 constructions individuelles, et qu'il y a des gens qui l'ont fait avec moi dans la salle, et que a priori ça s'est passé à peu près sans séisme, sans cynisme, pardon, sans cynisme. Donc ça veut dire que si on respecte ce que je voudrais que vous puissiez prendre en compte, eh ben on n'aura pas de problème. Alors j'ai fait des phrases entières que je vais lire, parce que ça permettra que si vous voulez aller sur le site, eh ben vous aurez les explications plus complètes. Donc en fait, tout ce que disent les gens, c'est que les sols, ce sont des matériaux, enfin moi je dis que c'est des matériaux complexes, vivants et variables, de connaissances très imprécises, parce que les propriétés mécaniques, elles sont prises en compte par les bureaux d'études, dans les calculs, dans tout ce qu'on veut, mais elles le sont sous hypothèse, sous sollicitation variable. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Il y a les temps de réaction également. Il faut prendre en compte qu'un sol ne réagit pas instantanément et totalement. Donc si ça dure plus de 10 ans, vous êtes tranquille, vous vous dites ça ira bien, et un jour ça arrête d'aller bien, parce qu'on ne voit rien de ce qui se passe à l'intérieur. Alors un truc très important aussi, c'est que c'est pas des matériaux de synthèse ou des produits fabriqués et homogènes, comme on fabrique par l'homme, c'est-à-dire de l'acier, du plastique, du béton, des trucs comme ça. C'est des trucs extrêmement variables, et quand vous en voyez deux qui se ressemblent, des échantillons de sol, eh bien, méfiez-vous, parce qu'ils ont peut-être pas du tout la même composition chimique, pas du tout le même fonctionnement, et vous risquez d'avoir des surprises. Et c'est pour ça qu'il faut aller regarder avec des moyens de reconnaissance et d'études qui sont encore assez rustiques par rapport à ce qu'il faudrait avoir comme connaissance, puisque pour vous donner un ordre d'idée, les feuillets de l'argile, ça fait 1 nanomètre d'épaisseur. C'est-à-dire qu'il y a 1 million de feuillets en 1 millimètre. Alors vous imaginez que ça peut faire des choses qui ont des comportements beaucoup plus variables que ce qu'on peut imaginer. Et puis en plus, la géotechnique, tout ça, c'est une science extrêmement récente. Je citais tout à l'heure avec Jean-Michel Morin là, des exemples dont on parlait qui ont moins de 100 ans. Les trucs de Terzaghi, c'est 1937. Donc c'est quand même pas vieux du tout. Voilà. Donc les sols ici, c'est des sols particuliers. C'est pour ça que j'insiste toujours, parce que les gens qui viennent d'ailleurs ne comprennent pas. Mais les sols sont tous volcaniques, et le volcanisme en tropical, ça ne fonctionne pas comme en milieu continental ou nordique. Donc tout se transforme très vite en argile. Et en argile, il faut toujours mettre un S, parce qu'il n'y a pas une argile, il y a des centaines de variétés, au moins 4-5 grandes familles. Et tout en Martinique est d'origine volcanique. Donc même les cendres dans le nord, ça devient des tufs avec une espèce de croûte dont il faut beaucoup se méfier, parce qu'elle a l'air super, mais c'est tout avantage à ses inconvénients. Donc je vous ai cité quelques argiles qui sont connues. Et alors il y a un point aussi qu'on néglige souvent, c'est qu'il y a beaucoup de fracturation dans le sol, parce que quand la lave sort du volcan, elle est très chaude. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se refroidit. Quand elle se refroidit, elle se rétracte. Quand elle se rétracte, ça fait des fissurations dans les 3 dimensions. C'est-à-dire que vous avez des énormes morceaux de sucre, si vous voulez, qui sont empilés, en fait. Et ça tient pas tellement quand c'est rocheux. C'est ce qu'indirectement vous ont dit Lydia et Didier, et d'autres avant. Mais ces fracturations, elles conduisent préférentiellement tous les dispositifs d'altération, parce qu'un sol qui est mis à nu, ça altère beaucoup plus vite qu'un sol qui est en profondeur. Et ça va aller de plus en plus vite,
parce que les pluies à l'heure actuelle deviennent plus acides. Donc si c'est plus acide, ça va réagir sur parce que les argiles, c'est des aluminosilicates hydratés, dit-on. Ça, en fait, vous voyez, c'est des composés qui chimiquement peuvent évoluer beaucoup. Donc les argiles, il y a un mot-clé qui les rejoint, c'est surtout l'imperméabilité. Et un second, quand elles sont un petit peu beaucoup imprégnées sans qu'on s'en rende compte, c'est la déformation, très très lente, comme je l'ai dit, mais ça crée des mouvements qu'évoquait Didier surtout, et c'est très important. Donc les argiles, c'est très imperméable. Pour vous donner un ordre d'idée, ça peut être de 1 à 10 000 fois plus selon les argiles, mais en moyenne, mettons que ce soit du cas, comme on dit, la coefficient de perméabilité 10-5, ça veut dire qu'il lui faut un jour, 100 000 secondes, pour avancer d'1 centimètre dans un sol. Ça vous montre la vitesse. Hein. En un trimestre, ça a avancé d'1 mètre. Donc les teneurs en eau évoluent extrêmement lentement dans l'argile, mais quand elles y sont, elles ont du mal à en ressortir. Hein. Alors, il y a 2 stades qu'il vaut mieux savoir comme ça rapidement. Il y a des tas de choses techniques derrière, mais c'est la plasticité. À partir d'un certain moment, elle devient déformable, comme de la pâte à modeler, l'argile. Il faut s'en méfier, parce que donc elle est déformable. Et puis, s'il y a de plus en plus d'eau qui arrive au cours du temps, elle va arriver à être jusqu'à un yaourt, un gel, qui peut devenir du liquide, comme la thixotropie du yaourt, et on a des coulées boueuses. Alors donc, mes 2 conclusions sur lesquelles j'insiste, parce que c'est vraiment des choses dont il faut que vous soyez conscients, c'est que les petites circulations d'eau régulières et permanentes imprègnent plus une argile et font beaucoup plus de désordre, parce que vous ne les voyez pas commencer à se produire, que des grosses précipitations occasionnelles avec évaporation entre-temps. Les grosses précipitations, elles arrachent par leur force les débits, etc., mais elles ne font pas imprégner. Et donc, de gros épisodes pluvieux, très souvent, ne servent qu'à enclencher brutalement quelque chose qui était déjà prêt. Vous aviez une argile très imprégnée d'eau, presque liquide, arrivent les pluies, et puis l'arrachement se fait très facilement. Bon, donc, les méfaits de l'eau derrière un soutènement, ça peut se réparer si on draine correctement. Et ça, on l'a dit 10 fois ce matin, je vais le dire encore 3 fois, parce que c'est vraiment l'incontournable. Et parce que si vous mettez un massif qui fait un barrage, eh ben l'eau va rester et elle va peu à peu imprégner tout. Donc le niveau va monter, comme le disait Didier, la pression de l'eau, surtout qu'elle est hydrostatique et qu'elle va dans tous les sens, c'est énorme. Et les caractéristiques des sols diminuent. Donc vous avez les 2 phénomènes qui s'ajoutent. Donc forcément, un jour, vous n'allez pas vous comprendre pourquoi, puis ça va brutalement basculer. Il n'y a pas beaucoup de signaux avertisseurs quand c'est des ouvrages un peu sérieux. Donc il faut drainer. Et drainer, un drain, c'est pas un bout de tuyau, un truc à la gomme comme ça. Hein. C'est un truc réfléchi et pérenne. Hein. Il faut qu'on fasse attention au gradient hydraulique, c'est-à-dire on va mettre un géotextile pour pas contaminer le drain. On va mettre du fin du côté du terrain et du grossier du côté du machin, etc. Tout ça, c'est dans les documents que vous recevrez des professionnels. Mais il faut le faire et y réfléchir. Pour information, parce que je sais que ça choque quand je le dis, si vous avez l'épaisseur de mon doigt sur 2 mètres de hauteur derrière un mur d'eau libre comme ça, c'est comme si vous aviez une piscine de 50 mètres. Ça pousse pareil. Il faut un mur comme un mur de piscine. Et vous n'avez pas pensé faire un mur de piscine. Alors, les barbacanes, on en parle beaucoup. Et en fait, ça ne sert essentiellement, normalement, qu'à éviter les surpressions. Si vous voyez une barbacane qui débite beaucoup, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça aurait dû fonctionner. C'est pas fait pour débiter et remplir le truc devant. Parce que c'est la pression de l'eau, c'est elle qui va créer les poussées et il faut l'éviter. Ça a déjà été dit un certain nombre de fois. Il y a une autre chose aussi à laquelle je tiens, c'est que les remblais derrière les soutènements, c'est les remplissages, ce que souvent on appelle le remplissage en vrac, en fait c'est un ouvrage très noble et un ouvrage clé. Parce que ça ne peut pas tenir selon les calculs qu'on a fait si ça n'est pas fait comme il faut. Donc en bas, vous avez le vrai drain dont j'ai parlé, et je rappelle qu'un drain, c'est comme un buvard, ça aspire, ça absorbe. Ça, c'est pas un truc qui est juste pour un tuyau de gouttière. Hein.
il y a la barrière de l'encadrin, comme on dit souvent. Et en pied de mur, on met des barbacanes. Mais c'est pour aérer, c'est pour éviter que le sol, qui grâce à ça communique avec l'air extérieur, puisse trop vite monter en surpression. Et si vous voyez qu'elle commence à débiter, posez-vous des questions. Pour conclure, Paul-Louis, il reste 2 minutes. Donc, oui. Donc, les terrassements, les talus, c'est pareil. Vous lirez, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Et on ne peut pas faire marche arrière pour un terrassement quand il a été mal réalisé. Donc, j'ai aussi listé tous les constats, retours d'expérience, d'expertise, et ils ont tous été indirectement cités en vrac tout à l'heure. Donc, il y a 2 pages essentielles, c'est les considérations essentielles. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucun cyclone et aucun séisme notable depuis le boom de construction des 50 dernières années. Réfléchissez-y bien. Quand vous voyez que j'ai de plus en plus d'expertises judiciaires qui me tombent, et je n'ai pas le seul, pour ces problèmes-là, alors que ça fait 50 ans qu'on n'a pas de séisme et de cyclone, posez-vous des questions, il y a une bombe à retardement là, et il faut la traiter. Deuxièmement, le temps de réaction des problèmes liés au sol, c'est très long, et c'est souvent après les temps de garantie que ça se produit. Donc vous allez vous retrouver tout seul démuni à vous débrouiller. Troisièmement, je mets les pieds dans le plat, mais il y a une analyse statistique simple qui laisse penser qu'il y a à peu près 20 spécialistes professionnels actifs dans la géotechnique qui devraient pouvoir produire environ 1000 études moyennes par an. Or, il y a au moins 1600 permis qui sont délivrés, plus il y a les études des ouvrages publics et d'autres ouvrages, et puis il y a toutes les actions de réhabilitation, réparation. Ça veut dire, et il y en a d'autres qui l'ont dit, Fernand l'a dit tout à l'heure, il y a plus de la moitié, on peut le dire franchement, des projets qui ne bénéficient pas du tout d'études de ces professionnels. C'est quand même encore une 3e bombe à retardement, et ça veut dire qu'il faudrait se dépêcher de résoudre ces 3 bombes à retardement. Donc, en conclusion, je vous le dis sous un ton humoristique, les géotechniciens, pour moi, c'est des médecins du sol. Et vous allez chez le médecin. Eh ben, faites aller chez le médecin votre sol. Parce que vous les voyez pas arriver, les désordres. Vous n'êtes pas équipés pour, vous n'avez pas appris. Et eux, ils savent. Ils vont faire le diagnostic, ils vont faire l'ordonnance, et ils vont faire tout ce qu'il faut pour passer au bureau d'études structure et tous les éléments. Et si vous appelez directement l'entreprise, c'est bien. Mais c'est un peu comme si vous appeliez l'infirmier ou le kiné en direct. Vous n'avez pas l'effet du médecin avant. Et ça, c'est fondamental. Et j'insiste sur un dernier point parce que pour moi, j'aime pas entendre ce truc-là que ça coûte plus cher de bien construire et ça coûte plus cher de construire en sol pentu. Non. Ça coûte de l'intelligence, ça coûte du soin, de l'attention pour faire le projet qui convient à l'endroit donné. Et si vous avez tous ces gens qu'a listé Lydia qui s'enchaînent comme il faut, vous aurez le meilleur rapport qualité-prix avec la meilleure construction ou le meilleur ouvrage au meilleur endroit. Donc voilà. Et pour terminer, vous avez tous fait attention à la santé de vos bébés, donc suivez vos projets comme ça. Merci, Paul-Louis Bourriaud.